voulais pas qu'il meure. Vous voulez pas qu'il meure, mais vous l'avez empoisonné. Mais vous vous foutez de moi ou quoi? L'histoire commence à Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain. Le 26 février 1999, les pompiers reçoivent l'appel angoissé d'une femme. Depuis quelques heures, dit-elle, son compagnon, qui habite un appartement du centre-ville, ne répond plus aux appels téléphoniques. Alors elle est inquiète. Il était 17h30 environ, c'était en fin de journée. Il commençait à faire nuit. Nous arrivons au 6 rue et Madame Maillard, Myriam Maillard, se présente comme la personne nous ayant appelé, car elle s'inquiète. Depuis le début de l'après-midi, elle essaye de joindre son ami. L'homme s'appelle Jacques et il ne répond pas davantage aux appels des pompiers. Alors il décide de forcer la serrure, d'autant qu'à travers la porte, il sent une odeur de brûlé. Ils vont découvrir sur un matelas, même posé le sol, le corps en grande partie calciné de Jacques Brunet. Pour Myriam Maillard, celle qui était devenue la femme de sa vie, une scène insoutenable. Elle s'effondre, elle craque, on a vraiment l'impression qu'elle a un véritable chagrin, qu'elle a perdu un être cher. Quelqu'un qui était sous le choc, donc les pompiers ont essayé de la consoler comme ils pouvaient, les policiers ont essayé de la consoler, voilà. Sous ses airs éplorés, elle va habilement orienter les enquêteurs. Tout de suite, elle va dire c'est un accident, parce que Jacques Brunet et moi-même avions l'habitude de nous éclairer à la bougie. Et l'explication qui sera retenue, c'est qu'il s'est endormi avec une bougie, que la bougie a mis le feu au lit et qu'il a pris feu comme ça. Une bougie à proximité du lit. Pour la police et les secouristes, pas de doute, c'est ça qui a mis le feu. La mort de Jacques n'est qu'un accident. D'ailleurs, le médecin de garde le confirme et il délivre le soir même un certificat de décès et un permis d'inhumer. Désormais, plus aucun doute possible sur l'origine du drame. Le parquet va demander à la gendarmerie d'ouvrir une enquête. Ils vont procéder à l'exhumation du corps de Jacques Brunet. Ils vont faire une autopsie. Et là, ils vont découvrir qu'il n'y a pas de trace de suie dans la trachée artère. C'est-à-dire qu'il était mort avant que le feu ne démarre. Une information capitale qui va conduire les enquêteurs vers une autre hypothèse, celle d'un empoisonnement. Les experts poursuivent leur tâche. Ils analysent le sang, la bile et le contenu de l'estomac de la victime. Résultat, Jacques a absorbé des médicaments. Les experts déterminent que Jacques a pris ces médicaments, comprimé après comprimé, pendant au moins 4 mois et demi. Mais ils ont aussi repéré une autre molécule dans le sang de la victime. La doxépine, c'est un composant d'antidépresseur. Et cette molécule est présente à des concentrations inquiétantes.
Cette molécule se retrouvait dans le sang à des concentrations toxiques. Donc ça, c'était effectivement un élément très important. Les experts sont clairs. Le décès de Jacques est tout à fait compatible avec une intoxication médicamenteuse. Bref, Jacques a sans doute été empoisonné. Immédiatement, les enquêteurs vont s'intéresser à sa maîtresse. Elle est la dernière personne à l'avoir vu vivant. Alors les gendarmes se déplacent au domicile de Myriam Maillard, dans cet immeuble de Villefranche-sur-Saône, pour l'interroger sur ses relations avec Jacques. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. À l'adresse où vivait Myriam Maillard, il n'y avait pas de Myriam Maillard. Là, on a la certitude qu'elle n'est pas celle sous l'identité à laquelle elle s'est présentée au service de police le soir de la découverte du cadavre de Jacques. Myriam Maillard n'existe pas. Celle qui avait appelé les pompiers le soir du drame s'appelle en fait Djamila Belkacem. Elle a été mariée à un certain René Maillard. Elle a 4 enfants, dont une fille qui s'appelle Myriam. Tout ça, Jacques ne le savait pas. Et cette découverte ne fait que renforcer les doutes qui pèsent sur elle. Et ça n'est pas fini. Les gendarmes se plongent dans les comptes bancaires de Jacques. Et ils découvrent qu'à coup de virements et de chèques, 500 000 francs, 75 000 euros ont été siphonnés vers les comptes de Djamila. Une enquête qui s'emballe, puisque les gendarmes vont également identifier l'origine des produits administrés aux vétérinaires. On va prouver qu'elle a établi de fausses ordonnances pour se faire délivrer en pharmacie ces médicaments. Et donc les gendarmes considèrent que la plaisanterie a suffisamment duré et donc ils vont mettre un terme aux agissements de Myriam Maillard. Djamila est placée en garde à vue. Suspect numéro 1, certes, mais qui se dit innocente. Les gendarmes plongent alors dans un monde de double jeu, de mensonges, où Djamila cachait à René que Jacques était son amant. Pour René, c'est un collègue de travail de l'hôpital de son épouse qui est gravement malade, qui est atteint d'une tumeur au cerveau et qui va, dans le pronostic vital, fait qu'il va décéder dans les semaines à venir. Et Djamila, qui est le bon samaritain, est là pour s'en occuper parce que sa famille l'a rejeté et personne ne veut s'occuper de lui, donc c'est elle qui s'en occupe. À l'inverse, Djamila fait croire à Jacques que son ex-mari est en fait son demi-frère, que ses 4 enfants sont en fait ses neveux et ses nièces. Et ça marche. Elle est également examinée par les experts psychiatres et psychologues qui là découvrent vraiment une personnalité hors norme, hors du commun. C'est une manipulatrice hors pair, c'est une mythomane exceptionnelle. L'instruction se termine. Djamila continue de jurer qu'elle est innocente et se lance dans une grève de la faim. Lorsque s'ouvre le procès, le 1er avril 2002, devant les assises de l'Ain, à Bourg-en-Bresse, il n'y a donc que Djamila Belkacem dans le box des accusés. Elle est toute en noir, elle a ses pales de peau, donc il y a un contre-jour derrière, elle fait très digne. Tout le monde ouvre les yeux comme ça en disant mais c'est incroyable ce qu'on lui reproche, elle a empoisonné son amant, elle a mis le feu à l'appartement, elle a menti sur son identité pendant des années, et on découvre ça et tout le monde ouvre grand les yeux en fait. La base de la défense de Djamila Belkacem, c'était moi j'ai rien fait, je l'ai aimé, mais bon, mon mari était jaloux, donc c'est lui qui a monté ça de toutes pièces. Mais le problème c'est qu'on a vu arriver le mari, autant Djamila Belkacem était machiavélique, c'est le mot, hein, rusé, autant elle avait anticipé tout ce qui pouvait lui arriver, même si ça tournait mal, hein, c'est-à-dire, autant son mari, bon, on est désolé, quoi, c'est vraiment, c'est de 1 à 20 sur l'échelle, quoi, donc il y a 1 pour lui et 20 pour elle. On a l'impression que ça fait 25 ans, de toute façon, qu'il a baissé les bras face à cette femme, et que de toute façon, quand elle le charge, il répond pas. Quand
Quand elle l'accuse, il répond pas parce qu'il sait que ça sert à rien. Après 6 journées d'audience, le procès est sur le point de s'achever. L'avocat général requiert la peine maximale, perpétuité. Les avocats de la défense, eux, fidèles à leur cliente, plaident l'acquittement. Dans la nuit, la cour rend son verdict. Djamila Belkacem est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Malgré les conseils de son avocat, Djamila décide de faire appel. 1 an plus tard donc, 2e procès, aux assises de Lyon cette fois-ci, prévu pour durer 10 jours. Mais dès l'ouverture, coup de théâtre. En pleine audience, on amène une lettre au président de la cour d'assises. Je voudrais vous donner lecture de ce fax que nous venons de recevoir au greffe, signé de la main de M. René Maillard, le mari de l'accusé. Je vous écris pour vous dire que je ne viendrai pas au procès en tant que témoin, car je suis coupable. Ma femme est innocente, c'est moi qui ai assassiné Jacques Brunet le 23 février 1999 dans la soirée. C'est moi qui ai tout fait, mais je préfère la mort à la justice des hommes. Donc, prenez compte de cette lettre. Signé René Maillard. Est-ce que c'est vraiment le coup de théâtre qu'on attendait? Est-ce que Djamila Belkacem est vraiment innocente, comme elle le clame depuis le début? Et 2 heures après, on apprend par fax que ce pauvre René Maillard est hospitalisé aux urgences de l'hôpital de Glaisé, à côté de Villefranche-sur-Saône, dans le Beaujolais, pour une tentative de suicide. Et ce sont ses enfants qui ont découvert le papa un peu vasouillard et qui donc ont appelé les pompiers. Le procès est renvoyé. Un supplément d'information est ordonné. Les magistrats veulent savoir pourquoi René Maillard a fait des aveux si tardifs. Pendant 48 heures, l'ex-mari de Djamila Belkacem est dans le coma à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Les gendarmes et le juge d'instruction sont là, dans sa chambre, déterminés à obtenir ses explications. René Maillard leur en donne dès son réveil. Contre toute attente, il dit « je n'ai jamais voulu me suicider ». Il ne comprend pas, il dit « mais attendez, non seulement je vous ai jamais écrit de lettre, mais je suis pour rien dans la mort de Jacques Brunet ». Mais comment le mari de Djamila a-t-il pu sombrer aussi brutalement dans le coma, au point d'avoir frôlé la mort? Et René Maillard va expliquer que ce soir-là, il a dîné avec sa fille, qui est âgée de 17 ans à l'époque, qu'elle avait préparé des desserts, des flans au chocolat individuels. Elle est partie se coucher, et à partir de là, c'est le trou noir. Un violent malaise, puis un coma profond qui pourrait avoir été provoqué par une intoxication médicamenteuse massive. Grâce aux prises de sang, on découvre qu'il a une dose très importante de doxépine dans le sang, qui est un antidépresseur puissant. Tout accuse Djamila Belkacem. Seul petit problème, elle était en prison. Elle n'a donc pas pu, elle-même, empoisonner René. Et si Djamila avait demandé à quelqu'un de la débarrasser de Maillard et d'écrire une fausse lettre? Quelqu'un, et pourquoi pas sa propre fille? Virginie Maillard est en garde à vue dans l'enquête sur l'intoxication de son père. La jeune fille va reconnaître avoir voulu empoisonner son père. Je voulais pas qu'il meure. Vous voulez pas qu'il meure, mais vous l'avez empoisonné. Mais vous foutez de moi ou quoi? Évidemment, les enquêteurs veulent aller plus loin, veulent essayer de savoir s'il y a un commanditaire. On va découvrir que l'empoisonnement du mari a été fomenté de longue date et qu'il a été visiblement téléguidé. Elle a raconté que tout a commencé à la prison lors d'un parloir. Djamila Belkacem aurait fourni le poison, fabriqué par ses soins derrière les barreaux, une mixture de médicaments à base d'antidépresseurs fournis par les médecins de la pénitentiaire. Djamila aurait alors ordonné à sa fille de mélanger le poison à un flan au chocolat, le dessert préféré de son père, ce qu'elle a fait. Heureusement pour lui, bien que très friand de ce dessert-là, il ne va pas le terminer. Et je pense que c'est ça qui l'a sauvé. Djamila Belkacem est décidément machiavélique. Elle aurait convaincu sa fille que le coupable était son père et qu'il fallait le tuer pour l'innocenter. 8 mois plus tard, le supplément d'information est terminé. Le procès en appel peut reprendre. Djamila Belkacem revient devant la cour d'assises de Lyon, jugée pour le meurtre de Jacques. On la jugera plus tard pour la tentative d'assassinat de René. Djamila, elle, continue de nier. Mais ce qui a changé, c'est la tentative d'assassinat sur René Maillard qui pèse lourd désormais sur les débats, d'autant qu'un nouveau témoin est appelé à la barre.
sa propre fille, qui arrive menottée puisqu'elle est en prison. Elle n'a pas revu sa mère depuis son arrestation. La fille de Jamila raconte l'empoisonnement de son père. Elle explique qu'elle a agi à la demande de sa mère parce qu'elle était convaincue de son innocence. Et là, pour la première fois, Jamila vacille. Elle avoue, oui, c'est bien moi l'instigatrice de cette tentative d'assassinat. À ce moment-là, sa fille lui jette un regard noir. À l'issue de l'interrogatoire, lorsque le président de la cour d'assises du Rhône va lui demander est-ce que vous souhaitez voir votre maman et qu'on suspende un moment l'audience pour que vous puissiez vous entretenir avec elle. Mademoiselle Maillard, souhaitez-vous que je suspende cette audience pour que vous puissiez vous entretenir quelques instants privés avec votre mère? Non. Elle s'est effondrée parce que je crois que, ce qu'on disait, elle aime de façon démesurée sa fille. Donc elle sent qu'elle perd un peu sa fille. C'est vraiment une part d'humanité qui apparaît au grand jour à ce moment-là, quoi. Elle se rend compte peut-être de tous les dégâts, quoi, qu'elle a pu commettre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très fort à ce moment-là. Le plan de Jamila Belkacem a échoué. À l'issue de ce procès en appel, elle est condamnée à 30 années de prison pour l'assassinat de son amant Jacques Brunet. Mais Jamila n'en a pas pour autant fini avec la justice. 3 ans plus tard, devant ce même tribunal, c'est l'affaire de l'empoisonnement du mari qui est jugée. En raison de son jeune âge, Virginie a été remise en liberté dans l'attente de son procès. Depuis l'empoisonnement, c'est la toute première fois qu'elle revoit son père. Un procès tenu à huis clos, où René Maillard va déclarer qu'il pardonne à sa fille. Le soir même, lors du verdict, la sentence est lourde. Jamila Belkacem est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Virginie Maillard, 5 ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre sur ascendant. Virginie Maillard n'a jamais repris contact avec sa mère.